Bonsoir, tempête de neige et grand froid, l'Europe du Sud est prise au piège. En Grèce, où l'état d'urgence a été décrété, Athènes et l'Acropole sont recouvertes d'un épais manteau blanc. Paralysée également aujourd'hui la Turquie, où plusieurs personnes sont mortes de froid. Stéphanie Desjard. Une vague de froid meurtrière. Depuis hier, une violente tempête de neige s'abat sur la moitié nord de la Turquie. Un pays peu coutumier d'hiver aussi rude. 7 personnes ont déjà trouvé la mort dans ces intempéries. Des centaines d'autres ont été bloquées des heures durant sur les routes autour d'Istanbul. Istanbul, presque totalement paralysé aujourd'hui. Aéroport fermé, circulation des bus et des ferries du Bosphore interrompue. Ce soir, des milliers de villages seraient toujours coupés du monde, sans électricité ni téléphone. Même panique dans le pays voisin, en Grèce. L'état d'urgence a été décrété par le gouvernement dans 2 provinces, notamment celle d'Athènes, où une femme âgée a aujourd'hui été retrouvée morte de froid. Déjà 20 cm de neige dans la rue ont aujourd'hui paralysé la capitale. Et l'on attend ici, comme en Turquie, aucune amélioration avant la semaine prochaine. L'Italie n'est pas épargnée par cette vague de froid. Dans le nord du pays, la température est descendue jusqu'à moins 22 degrés, un record cette décennie. À Venise, plus question pour l'heure de compter sur une romantique balade en gondole. La lagune est totalement prise par les glaces. À Bordeaux, le meurtrier présumé du petit Larbi continue de nier, malgré les preuves accablantes recueillies par les policiers, en particulier des traces d'ADN tout à fait concordantes. Alain Diaz, déjà impliqué dans une affaire de viol sur mineur il y a 4 ans, a été écroué aujourd'hui à la maison d'arrêt d'Angoulême après avoir été mis en examen pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire. Stéphanie Pérez. Dans ce fourgon de police, Alain Diaz, le meurtrier présumé. Présenté ce matin devant le parquet de Bordeaux, il a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire. L'homme de 40 ans nie le meurtre du petit Larbi, mais de nombreux indices concordants semblent l'impliquer. Il y a des éléments objectifs, c'est-à-dire que nous avons quand même des résultats, des premiers résultats de l'analyse ADN et une concomitance entre les éléments retrouvés soit sur le corps de Larbi, Fanous, soit à côté, et l'ADN de la personne qui est présentée au parquet. L'homme habite à quelques immeubles de celui de la famille de Larbi, dans la cité des Aubiers. Ses voisins de palier ne cachent pas leur stupéfaction. Ils ignoraient qu'il avait été condamné pour agression sexuelle et qu'il présentait des troubles psychiatriques. On disait bonjour quand on passait dans le couloir, mais bon, ça s'arrêtait là sans plus. Il n'avait aucun rapport, hein. Ah non, aucun rapport. Ce sont des gens, on va dire qu'il y avait souvent du bazar chez eux. On les a entendus, des fois s'engueuler, même à la rigueur on va dire se taper. Un quartier très choqué, uni autour de la mère de Larbi. Ils étaient une 50aine à manifester ce matin devant le palais de justice de Bordeaux avec des mots très durs à l'égard du meurtrier présumé. Qui le juge à cette personne. On ne veut pas juste parce qu'ils sont disant qu'il est malade, c'est trop facile. Parce qu'on dit malade, c'est trop facile. Larbi est mort asphyxié, mais les enquêteurs ignorent encore s'il s'agit d'un meurtre à caractère sexuel. La maman du petit garçon attend la vérité. Les corps de 5 membres d'une même famille, tués par balle, ont été découverts dans leur maison de Pisieux en Isère. Il s'agit d'un couple et de leurs 3 enfants. Les gendarmes ont retrouvé près du père une carabine 22 long rifle et ils avancent le scénario d'un quadruple meurtre et d'un suicide. Mais ce soir, l'hypothèse d'une intervention extérieure n'est pas totalement exclue. 3 Français sur 4 sont satisfaits des conditions du passage à l'euro. C'est ce qui ressort d'un sondage IFOP à paraître demain dans le quotidien Ouest France. L'accueil le plus favorable a été enregistré chez les 14-24 ans, 80%, contre 68% chez les plus de 65 ans. Globalement, ce sont les hommes les plus euphoriques. Ils sont plus euphoriques que les femmes. 82% de satisfaits d'un côté et 72% de l'autre. Mais aujourd'hui, le consommateur a découvert, si j'ose dire, le revers de la médaille, l'arrondi supérieur qui est devenu monnaie courante. Reportage Claude Guénaud et Jean-Pierre Ekman. Le payer en francs ou en euros, madame? Euro ou franc? Un J+5, c'est toujours la question rituelle au moment du passage en caisse. Et d'ailleurs, il reste encore pas mal de francs dans les porte-monnaies. Mais on progresse. Sur les étiquettes, les prix en euros s'affichent maintenant en gros et il n'y a pas eu d'augmentation. Oui, vérifiez, hein. Le sac toujours à 15 francs. 2,29 €, c'est juste la conversion.
Juste en face de l'étal, ce qui a augmenté en revanche, c'est le stationnement. L'heure est passée de 5 francs à 1 euro tout rond, 6 francs 56, c'est-à-dire 31% de hausse. D'une manière générale, ce sont les appareils à pièces qui ont le plus augmenté. À certains distributeurs, boissons et cafés ont pris plus de 5%, ce qui aurait dû coûter 38 centimes d'euros est passé à 40. Les journaux aussi ont arrondi à la hausse. La majorité des quotidiens sont à 1,20 € au lieu de 1,14 € avant le 1er janvier. Côté café-restaurant, certains ont scrupuleusement respecté l'équivalence franc-euro. La bière, c'est 12,15, donc ça fait 1,85 €. Ça n'a pas augmenté non plus, vous n'avez pas arrondi à 2 €? Non. D'autres ont arrondi à 2 €, la bière a pris 10%, le café ou le plat du jour, eux, n'ont presque pas bougé. Le plat du jour qui d'habitude était à 59 francs, il est passé à 59 francs 04 si vous voulez, à 9 €. Alors, on a augmenté de 4 centimes, mais bon, je pense qu'il faut oublier les francs aussi. 4 centimes, vous n'aurez pas pu me les donner en francs. Donc... Mais il y a aussi ce restaurant chinois qui mélange tout. Le nem vaut en même temps 3 francs et un demi-euro, soit 3 francs 38. C'est juste pour afficher des prix plus simples à lire, dit la serveuse. Mais pour en avoir le cœur net, pour savoir si vraiment l'euro a entraîné une hausse des prix, il faudra attendre le début du mois de février avec la publication de l'indice de janvier, l'indice de l'INSEE qui repose sur le suivi de plus de 20 000 produits et services différents. Et en Italie, la mise en place de l'euro vient de faire une victime dans le gouvernement Berlusconi. Renato Ruggiero, ministre des Affaires étrangères, a purement et simplement démissionné. Il reproche à plusieurs de ses collègues leur euroscepticisme et à Silvio Berlusconi de ne pas avoir su maintenir la cohésion de son gouvernement dans une phase aussi délicate que le lancement de l'euro. L'opposition de gauche italienne réclame ce soir un débat au Parlement, précisément, sur la politique européenne du gouvernement. En Afghanistan, la traque du Mollah Omar prend des allures plutôt rocambolesques, un véritable feuilleton. Certains l'ont vu ici, d'autres là. Bref, les Américains reconnaissent ce soir qu'ils ont carrément perdu sa trace. Le gouvernement afghan, lui, est plus optimiste et affirme que le chef taliban sera capturé, mort ou vif. Julien Colombani. Des grottes creusées à même la roche. Dans certaines, on peut à peine s'y tenir debout. La zone a été largement pilonnée par les bombardiers américains. C'était d'après eux l'un des nombreux camps d'entraînement d'Al-Qaïda, l'organisation d'Oussama Ben Laden. Parmi les documents abandonnés par les islamistes, leurs vainqueurs ont même trouvé un poème en l'honneur du chef des talibans, le Mollah Omar. Il y est écrit « Nous sommes tes tigres sur la montagne noire ». Pendant près d'une semaine, le Mollah Omar aurait été encerclé près de Bagran, dans la province de Helmand. Mais aujourd'hui, selon les services de renseignement afghans, il aurait réussi à prendre la fuite à moto. S'il est bien en fuite, cela veut dire qu'il a trouvé une cache. Et cette cache serait, d'après nos rapports, dans une région beaucoup moins hospitalière que celle de Bagran. Sous couvert de l'anonymat, un responsable des renseignements afghans a affirmé que le Mollah Omar était même parfaitement localisé et qu'il n'avait plus aucune chance de fuir. Hamid Karzai, le chef du gouvernement afghan, a assuré aux Américains qu'il leur serait livré. Pour l'heure, le plus haut dignitaire taliban détenu par les Américains, c'est cet homme, le Mollah Zaef, l'ex-ambassadeur au Pakistan. Expulsé aujourd'hui par le gouvernement pakistanais, il a été immédiatement arrêté par les Américains qui poursuivent leur traque des dirigeants d'Al-Qaïda. Plus grosse prise à ce jour, le responsable de l'entraînement paramilitaire d'un des camps d'Oussama Ben Laden. Et puis on apprend ce soir que les forces militaires américaines détiennent actuellement l'ancien porte-parole et ambassadeur taliban au Pakistan, Abdul Salam Zaef. Son interrogatoire se déroulerait en mer d'Oman à bord du navire USS Batan. Washington espère ainsi recueillir des informations sur des noms et des lieux qui pourraient aider à comprendre les relations entre les talibans et le réseau Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden. Au Cachemire, la situation est toujours très préoccupante. Aujourd'hui, de nouvelles fusillades ont éclaté entre soldats indiens et pakistanais sur la ligne de démarcation séparant les deux pays. Bilan, 1 mort et 7 blessés. Pourtant, ce matin, la main tendue du président Musharraf au Premier ministre indien manifestait une volonté d'apaisement. Mais cela n'a visiblement pas suffi à faire tomber les tensions. Tony Blair, le Premier ministre britannique, a même proposé ses bons offices sans succès. Nora Boubetra.
À la surprise générale, le président pakistanais serre la main de son rival, le Premier ministre indien. Plus que symbolique, le général Musharraf réussit là un véritable coup médiatique. C'était à l'ouverture du sommet régional d'Asie du Sud-Est. Un peu plus tôt à la tribune, Pervez Musharraf avait une nouvelle fois annoncé qu'il était prêt à un dialogue à tout niveau et à tout moment. Le Premier ministre indien Vajpayee, qui refuse tout entretien avec le général Musharraf, s'est néanmoins félicité de cette main tendue. Mais il faut, a-t-il dit, traduire ses bonnes intentions en actes concrets dans la lutte contre le terrorisme. En visite dans la région, le Premier ministre britannique Tony Blair a lui aussi rejeté le terrorisme, tout en essayant d'apaiser la situation entre les deux puissances nucléaires. Seule la politique, et non la terreur, peut résoudre des problèmes comme celui-là. Une allusion directe aux attentats qui ensanglantent à nouveau le Cachemire ces derniers jours. Des mouvements islamistes armés, soutenus par le Pakistan, luttent contre la présence indienne dans cette région que se disputent les deux pays depuis plus d'un demi-siècle. Des mouvements dont l'Inde exige le démantèlement avant tout dialogue. Le Pakistan dit avoir arrêté près de 200 militants islamistes. Insuffisant selon New Delhi, qui tout comme Islamabad, continue de masser des troupes à la frontière. Pas un jour sans échange de tirs. Les villages frontaliers se vident peu à peu de leur population. Indiens ou pakistanais, des deux côtés de la ligne de contrôle, on prend désormais le chemin de l'exil. Ces milliers de Cachemiris, eux, ont choisi de manifester. Un ultime appel à la paix. Et en Argentine, le climat demeure extrêmement tendu dans la capitale où le nouveau gouvernement péroniste a annoncé officiellement la fin de la parité entre le dollar et le peso. Les députés argentins ont examiné aujourd'hui un projet de loi très controversé dans lequel ce gouvernement demande purement et simplement les pouvoirs spéciaux pour tenter de sortir le pays d'une récession longue de 43 mois. Le président Eduardo Duhalde a admis que la dévaluation était inévitable, mais ses effets sur la vie quotidienne risquent bien de déclencher une nouvelle explosion sociale. Enfin, les sports. Avec le championnat de France de football de première division, plusieurs rencontres ont été annulées pour cause de terrain gelé. 6 matchs seulement se sont déroulés ce soir. Voici les résultats. Le Paris Saint-Germain a été battu par Monaco sur son terrain, 2-1. C'est la première défaite à domicile du PSG. Guingamp s'est incliné devant Lyon, 4-2. Victoire de Montpellier sur Lille, 2-0. Bordeaux a battu Rennes, 2-1. Lorient et Sochaux ont fait match nul, 1 but partout. Et Bastia a été tombé par Nantes, 2-0. Nantes qui sort enfin du purgatoire en remportant son premier match à l'extérieur. Parcourir 18 000 km à cheval sur les sentiers français de grande randonnée, voilà le challenge que s'est fixé Michel Domas. Objectif de ce grand Tour de France qui a commencé il y a 1 an et demi, réaliser un guide du routard du cavalier. En Alsace, le reportage d'Hélène Prigent et Philippe Ray. La dernière fois qu'il était entré dans Turckheim, c'était pour son service militaire. Aujourd'hui, il y revient pour un Tour de France plutôt insolite. Ah, vous avez fait bonne. Monsieur le maire. Turckheim, une des 700 étapes pour Michel Domas et ses fidèles juments, Aki et Indiana. Ce cavalier solitaire poursuit un seul but depuis le 1er mai 2000 où il est parti de Cannes. Parcourir 18 000 km de sentiers de grande randonnée pour créer le premier guide du routard du cavalier. Sa traversée du massif des Vosges lui rappelle une partie de son enfance passée en Alsace. Et c'est un peu en pèlerinage que je reviens donc dans cette région, en le découvrant à l'allure et au pas du cheval, à travers les GR et les sentiers. Très très belle région. C'est vrai que je la vois d'un autre œil. Je remarque plus les villages séparés. Je remarque plus la superficie des vignobles. Gastronome averti, il a interrompu sa carrière de cuisinier pour réaliser ce vieux rêve de Tour de France. Un rêve qui est avant tout une histoire d'amour avec les chevaux, une envie de découvrir le terroir et ses habitants, mais aussi la nature. Une envie de faire partager son aventure dès qu'elle sera terminée fin 2002. Il prévoit de réaliser un film sur son périple. D'ici là, il lui reste plus de la moitié de la France à parcourir.
Voilà pour cette édition. À suivre dans un instant le meilleur du photographe Jacques-Henri Lartigue, suivi de la Carmen de Bizet. Prochain rendez-vous avec la rédaction, le 12-14 et le 19-20 demain, Louis Laforge, et je vous retrouverai pour le soir 3 à 22h30. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée. Loin des clichés, portrait de Jacques-Henri Lartigue et de notre siècle en positif. Tout de suite sur France 3. Quand vient le printemps. Qu'importe ce que le futur nous réserve. La garantie neige et montagne est l'un des 27 services offerts par la carte Visa Premier. Carte Visa Premier. Oh, la douleur, c'est moche. Un Advil, vite et fort contre la douleur. Médicament à l'ibuprofène réservé à l'adulte. Chevrolet Corvette, une légende. Lamborghini Miura, un mythe. Coccinelle, une révolution. Jaguar Type E, un grand classique. Auto Collector, les voitures qui ont marqué leur époque dans une collection de miniatures en métal d'une qualité exceptionnelle. Numéro 1, la Jaguar Type E, fascicule fiche technique, 2,90 € ou 19 francs. Del Prado. Ariel invente une nouvelle couleur, le blanc Ariel. Combien pèse-t-il ? Vérifiez le poids financier de vos partenaires et de vos concurrents par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Depuis la nuit des temps, on raconte que l'eau de Wattwiller a une âme. Pour certains, c'est une légende. Pour d'autres, un secret. Infiniment pure, vierge de tout nitrate, la richesse éternelle de l'eau minérale de Wattwiller nous vient du cœur de l'Alsace. Wattwiller, l'eau rare et bienfaisante. Accrochez-vous, on a rendez-vous sur France 3 pour la fiction avec TéléZ. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un qui cherche quelque chose. Qui t'a pu faire ça? Votre père a téléphoné à l'étude le jour de sa mort. Il était question d'un livre, Zell, Hatzfeld ou quelque chose comme ça. Essen 1910. Le vieux t'aurait pas donné un gros bouquin rouge? Les Hetzel, comme le reste, faisaient partie de ton héritage. Tu les as vendus, c'est ton problème. Plus qu'un livre, une carte au trésor. C'est pas ce livre, je veux ce bouquin. Hier et demain, père, pas impair. Hier et demain. Et qui dit trésor, dit chasseur. Victor Lanoux n'entend pas être le gibier. Il est Louis la Brocante, lundi à 20h55 sur France 3. Tombé du ciel, je suis tombé du ciel.